Europe 1. Le journal de 6h, Maël Hassani, bonjour. Bonjour Thomas, bonjour à tous. C'est le plus grand accord jamais conclu en matière de commerce. Selon Donald Trump, les États-Unis et l'Union européenne ont trouvé hier soir un compromis lors de la visite du président américain en Écosse. Les droits de douane sur les produits du vieux continent seront fixés à 15% à partir du 1er août, moitié moins que la menace brandie par Washington. Mais Sébastien Le Belzic, c'est bel et bien Donald Trump qui sort vainqueur de ce bras de fer. Si les deux parties se félicitent, ce sont bien les États-Unis qui sortent grands gagnants de cet accord commercial. En échange de droits de douane limités à 15% minimum sur les produits européens vendus aux États-Unis, l'Europe s'engage en effet à acheter pour 750 milliards de dollars d'énergie aux États-Unis, du gaz et du pétrole, et investir 600 milliards de dollars supplémentaires outre-Atlantique. Le chantage américain a donc fonctionné, l'Europe a cédé et Donald Trump se frotte les mains. Je pense que c'est bien d'être parvenu à un accord au lieu de jouer à des jeux. Je vous laisserai le dire, mais je pense que c'est le meilleur deal de tous les temps, merci. Le meilleur deal en effet pour les États-Unis et le pire évité pour l'Union européenne qui risquait 30% de surtaxe. 6 mois de négociations très tendues ont été nécessaires pour parvenir à cet accord, sous la pression notamment de l'Italie et de l'Allemagne, en première ligne avec Ursula von der Leyen dans ces négociations. La présidente de la Commission européenne qui semblait dans ses petits souliers hier en Écosse lors de ce face-à-face avec un Donald Trump plus triomphant que jamais. Sébastien Le Belzic, un accord globalement défavorable à l'Union européenne, mais salué tout de même par l'Allemagne et l'Italie, deux pays qui avaient beaucoup à perdre dans ces négociations. Le chancelier allemand Friedrich Merz estime que ce compromis permet d'éviter, je cite, une escalade inutile. La chef du gouvernement italien, Giorgia Meloni, se réjouit de l'absence de guerre commerciale en Occident. Au moins 3 morts et plusieurs dizaines de blessés dans un accident ferroviaire en Allemagne. Un train a déraillé à Riedlingen, à une centaine de kilomètres de Stuttgart, dans le sud-ouest du pays hier. Un glissement de terrain après de violents orages pourrait être à l'origine du drame. Le chancelier allemand se dit profondément bouleversé. Une conférence de l'ONU sur la solution à 2 États dans le conflit israélo-palestinien aujourd'hui. Des pays européens confirmeront à cette occasion leur intention de reconnaître un État palestinien. C'est ce qu'a affirmé hier le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot. La France doit quant à elle franchir officiellement le pas en septembre prochain, annonce d'Emmanuel Macron en fin de semaine dernière. Un tournant diplomatique, mais aussi un choix motivé par des enjeux nationaux. Mais nous sommes loin du consensus, Arthur Delaborde. Derrière le geste diplomatique, un calcul politique intérieur. Emmanuel Macron espère calmer un climat explosif, notamment dans certains quartiers où le sentiment de marginalisation grandit. Mais à force de vouloir désamorcer les tensions, il prend le risque d'en déclencher de nouvelles, car cette reconnaissance divise profondément, y compris au sein du gouvernement. À droite, l'embarras est palpable. Le plus troublant reste l'accueil réservé à l'annonce, salué par la France insoumise et le Hamas. Une convergence qui choque jusque dans le camp présidentiel. Une reconnaissance mal comprise, mal expliquée et mal tombée. Certains y voient une forme de légitimation indirecte des massacres du 7 octobre. Et dans une France déjà fracturée, cette initiative, au lieu d'apaiser, pourrait bien envenimer encore un peu plus la situation. Arthur Delaborde du service politique d'Europe 1, pas d'unanimité en France concernant la reconnaissance d'un État palestinien, mais ce choix d'Emmanuel Macron est largement salué par le monde arabe. Hier, c'est le dirigeant turc Recep Tayyip Erdogan qui a félicité le président de la République lors d'un entretien téléphonique. Alors, cet engagement présidentiel de reconnaître un État palestinien devrait-il faire l'objet de discussions au Parlement? Nous poserons la question au député Rassemblement National, député européen Rassemblement National, Mathieu Vallée. Il est notre invité après le journal de 8h. Une action coup de poing hier soir à l'aéroport d'Orly. Quelques dizaines de militants du collectif Nous Vivrons, engagés dans la lutte contre l'antisémitisme, se sont réunis dans une ambiance bon enfant devant le stand de Vueling pour réclamer des excuses de la part de la compagnie aérienne. Mercredi dernier, une cinquantaine d'adolescents français de confession juive étaient débarqués de force d'un vol Valence-Paris pour des raisons qui restent floues. Vueling parle de comportements inappropriés de la part des jeunes, ce que démentent plusieurs témoins. Vous écoutez Europe 1, il est 6h05. Vous êtes nombreux à débuter vos vacances en ce lundi. Et on vous les souhaite évidemment merveilleuses, ces vacances, même si comme de nombreux Français, vous avez peut-être prévu de consommer un peu moins sur votre lieu de villégiature à cause de la hausse des prix. Moins de restaurants, de souvenirs ou de petits plaisirs. Des restrictions budgétaires forcément ressenties par les commerçants. C'est le cas à Nîmes dans le Gard où s'est rendu Alexis Bourdon pour Europe 1.
Dans les rues pavées qui bordent les arènes de Nîmes, les terrasses sont boudées, les commerces résonnent presque vides. Les touristes font plus attention à leurs dépenses face à des prix de moins en moins accessibles. Ah oui, on fait beaucoup moins de choses. On part pas en vacances. Nos vacances, ben voilà, ce sont des petites sorties comme celle-ci. On privilégie certaines choses à d'autres. Peut-être des restos un peu moins chers aussi, ciblés sur de temps en temps une petite pizza, on va dire plutôt snack. Ça a bien augmenté, c'est impressionnant. Enfin, au niveau budget, c'est pas gérable. Sinon, on finit pas les fins de mois. Pour les professionnels du tourisme, cela représente un manque à gagner. C'est le cas pour Kylian. Derrière son comptoir qui donne sur les arènes de Nîmes, l'hôtelier constate une baisse des réservations. On part quand même sur une saison bien moins bonne que les autres années. Sur les autres années, on était quasiment à plus de 90% de remplissage. Sur la saison, là, on serait plus aux alentours des 70%. Selon un comparateur de voyage en ligne, le budget moyen pour partir cet été est de 1143 €. C'est 73 € de moins qu'en 2024. Nîmes, Alexis Bourdon, Europe 1. Les pompiers surveillaient toujours des points chauds hier soir, mais l'incendie de Sigean dans l'Aude est maintenant fixé. 630 hectares de végétation parcourus par les flammes. 2 maisons touchées, l'une est détruite, l'autre très endommagée. Le feu s'était déclaré samedi à la mi-journée. 2 départements placés en alerte rouge au feu de forêt aujourd'hui, les Bouches-du-Rhône et le Vaucluse. À l'heure où la France réinvestit massivement dans sa défense, posons-nous la question. Ce matin, les jeunes Français sont-ils encore prêts à s'engager pour leur pays ? Un paramètre peut paraître inquiétant. En tout cas, les nouvelles générations semblent de moins en moins prêtes à honorer la mémoire des anciens combattants, à tel point que les associations peinent à recruter de nouveaux porte-drapeaux pour les cérémonies officielles. Illustration dans le territoire de Belfort, Mélina Fachin. Le 8 mai, le 11 novembre. Mathéo n'a que 20 ans, mais il a l'engagement dans le cœur. Devant ce monument aux morts, dans son bel uniforme orné d'une cocarde tricolore, il mesure l'honneur d'être porte-drapeau lors de cérémonies officielles. Je suis fier de rendre hommage à tous ces anciens combattants. Ils se sont battus pour notre liberté. Ça nous concerne, nous jeunes, et il faut qu'on garde cette motivation. Le devoir de mémoire, c'est ce qui est le plus important et c'est ce qui est le plus beau. Et pour cause, à part sa camarade Maëlys, 8 ans à peine. Parce que je pue la guerre. Les jeunes porte-drapeaux font figure d'exception, confirme Philippe Vincent, trésorier de l'Union nationale des combattants, l'UNC, du territoire de Belfort. On est en gros une bonne vingtaine et on manque automatiquement, parce que l'âge moyen est plutôt dans les 70-80 ans. Si personne ne prend le flambeau, dans 10 ans, ils seront plus là. Alors que devenir porte-drapeau ne demande aucune qualification particulière, explique son épouse Catherine Jardot. Il n'y a pas besoin d'être ancien combattant, il faut juste qu'ils aient une vraie raison de porter le drapeau. Il faut que ce soit une conviction personnelle. Il faut les encourager, il faut les informer. Je suis sûre qu'il y a plein de jeunes que ça intéresserait. Ils espèrent donc faire naître des vocations ici chez eux, mais aussi partout ailleurs en France, pour que de jeunes porte-drapeaux prennent la relève de leurs aînés. Belfort, Mélina Fachin, Europe 1. Et pour encourager les plus jeunes à s'engager pour la France, la journée défense et citoyenneté, appelée autrefois journée d'appel, sera réformée dès la rentrée prochaine. Les jeunes Français âgés de 16 à 25 ans participeront à des activités comme le tir sportif laser et pourront se mettre à la place de soldats grâce à la réalité virtuelle. De plus, cette journée obligatoire commencera par une cérémonie de levée des couleurs et par une Marseillaise. Bon, c'était une journée exceptionnelle hier. Pas de suspense sur le Tour de France. Il a bel et bien été remporté par Tadej Pogačar. Oui, une 112e grande boucle largement dominée par le Slovène. C'est le 4e sacre de sa carrière. La dernière étape remportée hier sur les Champs-Élysées par le Belge Wout van Aert. Après un itinéraire exceptionnel, les coureurs ont en effet gravi à 3 reprises la butte Montmartre. Comme un air de déjà-vu, un an après les Jeux Olympiques. Un clin d'œil au JO, très apprécié par les Parisiens, venus en nombre malgré la pluie. Le reportage européen de Wilfried de Villers. Une foule en liesse que la pluie battante ne fait pas fuir. En plein cœur de Montmartre, des centaines de personnes ovationnent les coureurs dans la montée de la rue Le Pic. Gapette jaune détrempée vissée sur la tête, Robin est aux premières loges sur le bord de la route. Tout le monde est à fond, même les coureurs, je pense qu'ils apprécient finir le tour comme ça plutôt que sur une ambiance un peu feutrée. Là au moins il y a encore un dernier feu d'artifice, un dernier bouquet final, c'est pas mal. Le Belge Wout van Aert attaque rue Le Pic et arrache 10 minutes plus tard la dernière victoire d'étape du Tour. Une victoire que Thomas aurait bien vue française, même s'il salue les performances tricolores. Ça reste un bon tour pour les Français cette année. Il n'y a pas que les victoires. Kevin Vauquelin qui est dans le top 10, il fait une excellente saison, qui s'accroche à chaque fois dans le groupe maillot jaune, c'est un très bon souvenir pour les Français. David, lui, se prend à rêver d'une victoire française l'année prochaine. La dernière remonte à 1985. Bernard Hinault, c'était le dernier, ça ne rajeunit pas.
On aimerait le Bernard Hinault de 2026, donc voilà, on y croit et on a toutes les qualités pour. Il faut juste le petit coup de pouce, on n'est pas loin. En attendant, cette année, c'est bien Tadej Pogačar qui a tout écrasé avec plus de 4 minutes d'avance au classement général sur son grand rival Jonas Vingegaard. C'est une machine et ça ne fait que commencer, lâche un homme dans le public rassemblé à Montmartre. Wilfried De Villers. Et puis en football, les Anglaises conservent leur titre de championne d'Europe, celles que l'on surnomme les Lyonnaises, se sont imposées en finale de l'Euro hier soir face à l'Espagne à l'issue de la séance de tir au but. Une belle revanche pour l'Angleterre, battue par la Roja en finale du dernier mondial il y a 2 ans. Merci Maël Hassani, votre journal. On vous retrouve dans quelques instants.